Émilie Blard, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur une chaîne internet qui s'appelle Improviews. Nous sommes ensemble pendant 1 heure environ. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, je m'appelle donc Émilie Blard et je bosse dans la billetterie spectacle vivant depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai commencé en caisse simple d'accueil client, distribution des billets. Et petit à petit, je suis montée dans l'administration du théâtre et j'ai été commerciale, chargée des collectivités. J'ai monté ma boîte à un moment donné où j'ai fait de l'optimisation billetterie, de la commercialisation de billetterie et maintenant je travaille pour une boîte de commercialisation où je fais un petit peu ce que je faisais quand j'étais indé, sauf que c'est plus moi qui paye tout le matos, etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, la thématique est la billetterie, la gestion, l'administration. Est-ce que tu peux peut-être présenter ce que c'est que le métier de billetterie, de le vulgariser ? Parce qu'on a tous conscience qu'il faut acheter un billet pour aller assister à une représentation de spectacle vivant, mais peut-être moins de ce qui se passe avant. Voilà, c'est quoi les... La billetterie, ça commence, on va dire, au tout début. En fait, pour qu'il y ait des gens en salle, il faut que des gens puissent acheter un billet. Et pour ça, il faut que le spectacle puisse être en vente sur les réseaux de vente. Réseaux de vente, c'est les sites de billetterie. On va en citer Billet Réduc, Fnac, Tic-et-Tac, Théâtre Online. Donc déjà, il y a tout un travail de grille tarifaire, ce qu'on appelle faire la grille tarifaire. Combien on va vendre notre spectacle par rapport à la notoriété, par rapport à ce que c'est. Si c'est un spectacle pour enfants, si c'est une grosse comédie, s'il y a des têtes d'affiche, dans quel lieu aussi ça joue. La tarification ne peut pas être la même dans une petite salle que dans une énorme salle. On va mettre tout ça en place et on va envoyer les infos au site de billetterie, on va contingenter les places. Et voilà, c'est la première partie, on va dire, vraiment technique pour le coup du métier. Et puis après, selon le remplissage, on a une activité d'optimisation. Je dirais que c'est comme un attaché de presse qui va défendre un spectacle envers les chaînes de télé, envers les journaux, mais nous on le défend envers les plateformes de billetterie pour avoir des mises en avant, des présences dans les newsletters, faire en sorte en fait que le client qui ne va pas acheter vraiment pour un spectacle donné, qui va juste se balader sur un site parce qu'il a envie de sortir, de se faire une soirée entre potes ou d'inviter ses parents, etc., que ce soit en fait notre spectacle, enfin le spectacle qu'on défend qui lui saute aux yeux tout de suite. D'accord, il y a énormément d'informations et de questions qui nous viennent en tête à cette présentation. Et ce que je te propose, c'est que on prenne un cas concret, on imagine qu'on est une troupe de théâtre et on vient de créer un spectacle qui est probablement le meilleur spectacle du monde. On commence par quoi ? Ensuite, parce qu'on a eu la création artistique, comment est-ce qu'on le met c'est quoi les premières étapes à faire côté administration et billetterie ? Pour la mise en vente ou pour la mise en vente, c'est de récolter un max d'infos. D'avoir un bon résumé déjà pour mettre sur les fiches spectacle, même si c'est le meilleur spectacle du monde, il faut dire aux gens un peu de quoi ça va parler sans en dire trop, il faut leur donner envie. Alors justement, c'est souvent la question quand on reçoit énormément de pitch de spectacle. Comment est-ce que c'est quoi les filtres qui nous permettent de dire ok, ce pitch il est ok, il est pas ok? Alors perso, parce que je pense qu'il y a aussi dans mon métier, moi je mets beaucoup de perso, de goût, de ce qui me parle en fait en termes de marketing et de pub. Moi je pense qu'il faut qu'il soit assez court et assez efficace. Il ne faut pas qu'il en dise trop non plus. Il faut, c'est un peu bête, mais il faut que ça donne envie. Peut-être parfois une phrase suffit, en fait, une espèce de phrase slogan où je trouve ça mieux que de raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un tel qui va, enfin j'en sais rien, mais une histoire lambda, un peu comme une pub en fait, un truc qui reste dans la tête et qui soit court en fait. Est-ce que c'est compliqué de dire ça à une compagnie qui ne sont versées Oui. à juste titre, justement, quelquefois, dans les sphères artistiques
et de leur dire ton idée elle est super mais pas au public. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce qu'on touche à l'artistique et quand on a affaire à des artistes, déjà parfois c'est assez compliqué de leur parler d'une version marketing. Marketer leur œuvre en général, ça ne leur plaît pas, ce que je peux comprendre. En général, ils ont envie peut-être d'en dire trop. Donc oui, c'est assez compliqué, comme de leur demander de faire une bande-annonce, un teaser, quelque chose comme ça, ou de fournir des photos. Voilà, c'est assez compliqué puisque je pense qu'un artiste part du principe qu'une œuvre d'art n'est pas faite forcément pour se vendre, mais pour exister. Sauf que moi, mon métier, en fait, il est aussi là pour rendre des comptes à la prod et que pour exister, il faut louer la salle, il faut payer les comédiens, sinon ça n'existe pas. Donc il faut par A plus B que la billetterie fonctionne. C'est la seule source de revenus pour moi, c'est la seule source de revenus même d'un spectacle vivant. La billetterie, la musique, on peut acheter un CD, on peut boire un verre et on peut se payer sur le bar. Pour le coup, une pièce de théâtre, en général, c'est vraiment que la billetterie. Donc oui, c'est hyper compliqué et après, perso, moi, c'est ce que j'aime le plus, je pense. Voilà, d'avoir cet échange qui relie un peu la com, le marketing face à un artiste qui est pour le coup vraiment artiste, quoi. Et de ce que j'entends, en fait, c'est que la relation artiste, compagnie, Émilie, elle est aussi importante que la partie expertise technique de la billetterie pour créer un climat de confiance, ouais. pour convaincre, entre guillemets, les artistes de te fournir des teasers, de l'image, du pitch. Je pense que c'est Enfin, déjà, moi, c'est ce qui me fait vibrer, sincèrement. J'adore quand je suis dans une salle et que c'est complet, que les gens, je sais que j'ai fait un bon boulot parce qu'on a optimisé à fond, etc. Mais il y a le côté artistique et de savoir que la compagnie qui est sur scène, qui a pu se poser beaucoup de questions, qui avait des doutes sur le remplissage, sur est-ce qu'on va fonctionner, est-ce que ça va marcher, ressentir que voilà, il y a du monde devant eux, qu'ils sont là pour eux, que ça applaudit. Ouais, moi c'est ce que je recherche avant tout. C'est pas juste le côté. Enfin, je devrais peut-être pas dire ça, mais quand j'aime pas un spectacle ou un artiste, j'ai pas plus de difficultés, mais ça m'intéresse moins de me creuser la tête pour trouver des idées, voilà, de comment, avec quel site on va pouvoir faire un partenariat poussé pour inviter aussi les gens des sites à venir voir les spectacles. Puisque ces gens sont aussi bookés en fait que des gens de presse, donc voilà, ça peut me pousser à me dépasser un peu plus en fait. On va y revenir après. Je reste encore sur la partie marketing. J'ai 2 questions. Est-ce que tu vois systématiquement tous les spectacles que tu vas accompagner en billetterie? Ouais. Et question plutôt provoque, les artistes sont-ils capables de marketer leurs œuvres? Alors oui, je vais voir tous les spectacles dont je m'occupe. Je ne vais pas forcément revoir ceux dont je suis moins accro. Et l'autre question, c'était est-ce qu'ils sont capables de... Les artistes sont-ils capables de marketer leur œuvre? C'est dur à répondre ça. Mais je dirais oui. Certains oui, d'autres non. Mais même ceux qui n'y arrivent pas, pour moi, ça peut devenir une sorte de marketing en fait. D'être contre le marketing peut être une sorte de marketing pour moi, qui en plus, dans notre ère un peu de réseaux sociaux, où il y a de plus en plus de one qui se vendent régulièrement via autre chose que ce qu'ils font sur scène, je trouve que d'être un peu à contre-courant de tout ça peut être beaucoup plus fort que de rentrer dans le moule en fait. Par contre, je pense que c'est un peu plus long et un peu plus difficile. J'ai l'impression que le marketing produit, par exemple, c'est d'identifier d'abord le plus produit, cette machine à laver est meilleure que telle autre, qu'il y a des caractéristiques techniques, de design, etc. Pour marketer un spectacle vivant, est-ce qu'on fait appel aux mêmes critères, c'est-à-dire
de design, je sais pas moi, d'efficacité, Est-ce qu'il y a des critères qu'on demande à la compagnie qui te permettent de valider ou non une approche marketing? Et pour être encore plus précis, par exemple, si on demande un teaser à une compagnie, comment est-ce que la compagnie elle va réaliser son teaser? Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est un message d'Émilie qui dit j'aimerais bien que dans le teaser on fasse ressortir tel propos artistique, tel message, tel autre? Ça dépend. Alors oui, moi je donne toujours mon avis quand on me le demande. Hein. Il y a des projets où j'ai pas mon mot à dire et je mets en place, mais quand ça se passe bien et qu'il y a une relation qui est plus d'ordre peut-être amical ou de confiance, justement, je pense que comme j'ai plus l'habitude de traîner sur là où on vend des billets, je peux peut-être être plus apte à aiguiller, en fait. Mais encore une fois, quand je dis je verrai un truc comme ça, c'est plus d'instinct, c'est plus de ce que moi j'aimerais voir en connaissant la troupe. Je sais ce qu'ils sont capables de faire, je sais comment ils sont humainement hors leur œuvre qu'ils produisent sur scène. Et parfois, oui, j'aime bien. C'est pas des conseils, c'est juste moi. Voilà, j'aimerais bien vous. Je sais ce que vous pouvez faire. Je vous trouve très drôle là-dedans, et je pense sincèrement que ce serait vraiment bien pour amener les gens à venir vous voir, à venir vous connaître. C'est plus dans ce sens-là. Après, tout ce qui est dans l'aspect marketing, il y a aussi l'affiche qui est hyper importante. Là, ça reste pur. J'ai aucune notion de graphisme ou de choses comme ça, mais encore une fois, c'est d'instinct de dire j'adore la photo, j'adore l'univers. Et évidemment, quand j'adhère et j'adore, bah, encore une fois, ça m'aide encore plus à envoyer ça à des gens, et rien que sur l'affiche, alors à créer un espèce de truc et à dire venez les voir, vraiment ça vaut le coup. Enfin, ils ont un vrai univers, que ce soit graphique, que ce soit en termes de réalisation vidéo, de par le teasing, enfin le teaser qu'ils vont me donner, et de par moi ce que je leur dis, de ce que j'ai ressenti quand je les ai vus sur scène. Ça crée vraiment une unité de collectif qui fait un peu tout et qui est doué dans tout, en fait. Donc, mais donner des conseils à dire je veux ça, sinon par exemple je le mets pas en ligne, non, je peux pas me permettre ça, et puis je j'ai pas à faire ça pour moi. Je sais que tu as des expériences de gestion de billetterie, de spectacle, d'impro. Si je vais en précisant, en disant ok, il y a un spectacle d'impro, ça il est bien, voilà, ils sont super. Comment tu recommandes, quels sont tes conseils ou quelles sont tes questions pour définir le prix du spectacle? Ou quelle serait la fourchette? En disant voilà, on joue dans une salle de 100 places et cette troupe d'impro te demande conseil sur je le mets à combien le billet? Alors, ça va dépendre de est-ce qu'ils ont joué avant, où et à combien. Puisque dans l'impro, il y a, comme dans un one, il y a une création de public, en fait. Il y a pas des fans, mais ils touchent un public qui va les suivre de salle en salle. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait un gap. Enfin, il faut que ça suive. Il faut que si ils vendent 10 euros, on ne peut pas doubler ou tripler le prix du jour au lendemain. Il faut amener les gens petit à petit. Il faut, voilà, pour moi, ça ne se fait pas de passer d'un 10 euros à un 50, par exemple, ou même à un 40. Maintenant, de ce que je vois moi, sans parler d'impro essentiellement, mais je vais faire une veille un peu des sites, de ce qui se fait en ce moment. Et je vais essayer un peu, pas de me caler sur la concurrence, mais de ne pas être non plus trop loin de la concurrence. D'une pièce de théâtre plus, par exemple. En général, voilà, tout ce qui est troupe d'impro, je le compare à une pièce de théâtre. Dans la proposition qu'on donne au public, plusieurs personnes sur scène, la création d'une histoire, un décor, il peut y avoir un décor, ce genre de choses. Et puis aussi, je vais discuter avec eux, puisqu'il y a pas mal d'artistes qui font attention à ça, et je trouve ça très bien, de pas trop non plus égorger entre guillemets leur public. Je respecte beaucoup ça. Après, souvent, ils ont
peut-être pas confiance, je ne sais pas si c'est en ce qu'ils produisent ou pas, mais il y a une notion qui est assez facile parfois, c'est de dire on veut du monde, donc on ne va pas faire cher. Et ça, je pense pas. Il y a des gens qui sont prêts à payer une fortune pour voir quelqu'un juste parce qu'il est célèbre, sans même savoir si le spectacle va être bien ou pas. Donc je fais gaffe aussi à ça, et vraiment en prenant ce que je pense, la concurrence et le travail qui est fourni, j'essaye à partir de là de fixer un prix de billet qui pour moi est logique en fait. Voilà. Mais après, te dire un tarif précis, je peux pas. Ça dépend de ce que c'est, d'où ça se joue, encore une fois. Parce qu'il y a des salles de par elles-mêmes qui appellent aussi une proposition tarifaire. Je rebondis juste parce que tu donnes 3 critères, et le 3e critère, c'est le travail fourni. Est-ce que tu peux développer ça ? Le travail fourni de même quand c'est de l'impro, pour moi, il y a un travail. Les mecs, pour arriver à créer une histoire différente tous les soirs, avec une logique, un début, un milieu, une chute, d'être drôle, il y a tout un travail entre eux avant. Et puis certainement autre chose, j'en sais rien, je serais hyper vague, mais pour moi, de limite de recherche corporelle, tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un travail. Il y a un travail de création de costumes. C'est pas eux qui font les costumes, mais c'est eux aussi qui rentrent dans l'imaginaire de ce qu'ils voudraient avoir sur scène. Il y a un travail de tout, quoi, de la création de l'affiche, de qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le faire, combien on est sur scène, qu'est-ce qu'on veut donner aux gens et comment on va le donner. C'est ça que j'appelle le travail. Ils n'arrivent pas juste sur scène sans rien préparer ou sans... Donc voilà, c'est ça que j'appelle le travail produit. Après, dans une pièce de théâtre ou dans un one, il y a l'écriture du spectacle, il y a le travail du texte. Quand un artiste travaille sa première et sa dernière, on voit qu'il a bossé, qu'il a rajouté des trucs, qu'il a modifié son texte, etc. Tout ça, ça se paye pour moi. Et on a trop souvent, malheureusement, le spectacle vivant, je trouve, pâtit trop d'une consommation qui est gratos. Ça paraît normal, limite, parfois, d'aller voir un spectacle gratuitement. On ne se rend pas compte, en fait, déjà, rien que le fait de mettre un pied sur une scène, pour moi, c'est un travail, déjà. C'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, ouais, rien que ça doit se payer, en tout cas. Spectacle au chapeau, nul ? Spectacle au chapeau, je sais pas trop. D'un côté, je me dis que ça peut aider peut-être au démarrage, mais non, je suis pas trop pour en fait le spectacle au chapeau. Encore une fois, comme on dit, tout travail mérite salaire, et je vois pas pourquoi on assisterait à une œuvre. Déjà, on va au ciné, on paye notre place. On va au resto, on paye notre bouffe. Je vois pas pourquoi on assisterait à un spectacle gratos et on déciderait après c'est bien, c'est pas bien, je te donne tant parce que tu m'as fait rire, je te donne pas parce que je sais pas. Je trouve que voilà, Alors peut-être pas. Est-ce que tu valides ou pas ? Moi, quelquefois, quand je vais acheter un billet, j'ai l'impression que les prix des billets de spectacle, c'est un peu comme les prix des billets d'avion. En fonction, ça peut faire simple au triple. Est-ce que ça veut dire que c'est normal, ou est-ce que ça veut dire que c'était une mauvaise gestion ou Sur un même spectacle Ouais. Ou... Ouais, quelquefois j'ai l'impression qu'on peut trouver des places à 10 € et quelquefois à 30. Sur le même spectacle, la même date. Alors, est-ce que ça veut pas dire que tout ça c'est du flan, qu'en fait on a du simple au triple, et que si je vais à la Fnac, je sais que c'est des vieux donc ils vont être plus chers? Alors, il y a eu une époque, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment ça. T'avais... on disait la Fnac c'est pour les vieux, effectivement, la Fnac c'est pour des gens qui ont un peu d'argent, donc on va mettre tarif plein chez eux, et puis à Billets Réduc ou d'autres, c'est un peu, c'est pas les pauvres, mais le reste du monde. Ça, c'est un peu tombé ça quand même, et heureusement, moi je suis partie du principe que tout site de billetterie est un site de e-commerce qui vend la même chose, donc je ne vois pas pourquoi on ferait déjà des différences tarifaires chez l'un ou chez l'autre. Maintenant, alors il y a
puisque ça fait partie de mon boulot aussi, ce qu'on appelle le pricing. En fonction du taux de remplissage qu'on a sur des séances, c'est vrai que parfois on va proposer que du tarif plein ou en début de journée on va avoir un petit tarif réduit et puis parce que ça vend bien dans la journée, parce que c'est une bonne journée de vente, parce qu'il y a peut-être eu un article qui est tombé ou une promo ou parce que sur les réseaux sociaux il s'est passé quelque chose, ça va monter d'un coup. On va couper ce tarif réduit et c'est vrai qu'on va uniquement mettre par exemple du tarif plein. Le tarif comme ça, la proposition tarifaire peut effectivement changer dans la journée comme des billets d'avion ou des billets de train selon les taux de remplissage. Tu dis tarif plein, mais quelquefois, est-ce que c'est toujours clair sur un spectacle? Il y a un tarif plein, un tarif réduit? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un tarif plein, un semi-plein, un réduit, un méga réduit, un tarif de groupe. Normalement, tu as un tarif plein qui devrait être le même partout, sauf que ça dépend comment tu gères. Soit tu laisses les sites de billetterie faire leur commission, soit tu agis comme un prix public et unique partout, donc tu vas imposer entre guillemets les frais de distribution des sites de billetterie, où tu vas pas leur imposer mais tu vas négocier. Attends, je vais juste préciser, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est justement les frais de commission? C'est quoi quand on passe par une plateforme de vente? Quand on passe par un site, il se rémunère sur le prix de notre billet. Donc, par exemple, on va leur proposer des places, nous, à 15 €. Voilà, on va se dire, on propose un 15 €. Le site, derrière, pour se rémunérer, donc toute la technique du site, il va rajouter des frais dessus, ce qu'on appelle frais de distribution. Quand on laisse faire les sites comment dire, soit on se dit, je veux que mon prix soit pareil partout à 17 € chez tout le monde. Que le client, justement, il n'ait pas une proposition de tarif plein qui soit différente. On dit 17 €, on va négocier en amont avec toutes les plateformes de billetterie, savoir quels frais ils vont se prendre pour vendre à 17 €. Est-ce qu'ils vont se prendre 2 €? Est-ce qu'ils vont se prendre 1,50 €? Et en fonction, nous, on va ajuster notre prix billetterie, notre part qui revient à la production. Donc on va soit la baisser si le site prend 2 €, et s'il prend 1,50 €, on va la monter. Comme ça, on va être pareil partout. Les frais de commission, c'est égal? Non, c'est pas égal chez tout le monde. Mais par contre, la Fnac fait la même commission quels que soient les spectacles, par exemple, ou elle change aussi à l'intérieur? Non, tu peux avoir des accords, ça dépend sur l'artiste que tu vends, si tu vends... Si tu as toute une tournée qui tourne chez eux, si tu es partenaire, ils peuvent évidemment faire... C'est quoi les sites qui ont les plus gros frais de commission et ceux qui en ont le moins? Ça dépend. Voilà. Parce qu'il paraît que billet réduit, par exemple, il faut appeler aussi, donc l'appel coûte cher, non? C'est l'appel, ça pourrait être presque un frais de commission? Alors ça, je pense qu'il y a de moins en moins de gens quand même qui appellent. Il y a plus d'appels, ça se fait. Même la Fnac, hein, tu peux appeler, mais bon, quand même, c'est réduit. Mais non, maintenant, c'est essentiellement sur Internet quand même. C'est essentiellement sur Internet. Moi, je replace juste où on en est dans Improviews. On a fait une première partie qui était le contenu, donc définir l'offre, le pitch, le teaser, etc. Ensuite, on parle du pricing. Puis là, on est en train de parler de la distribution. Et dans la distribution, il y a deux modes. Soit le théâtre vend ses propres places, soit il fait appel à un prestataire extérieur qui sont des sites de e-commerce, comme tu l'entends, qui vendent. Donc, juste pour replacer, on en est là. Et quelle différence entre le fait que le théâtre vende ses propres billets ou le besoin de faire appel à des distributeurs? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est y a-t-il une élasticité au prix? Alors, oui, il y a une différence. Le théâtre, l'avantage en fait, c'est que le nerf de la guerre en ce moment, on va dire que c'est ce qu'on appelle la data, de récupérer les contacts des gens qui achètent des billets. On ne peut pas les récupérer quand c'est acheté sur un réseau de billetterie, puisque ça leur appartient, c'est pas notre client, entre guillemets. Donc l'avantage d'avoir comme ça pour les salles de théâtre ou même directement pour une compagnie qui peut vendre si elle a un site et qu'elle est en droit de vendre des billets,
pour moi, il y a un avantage effectivement que les réservations passent par eux, puisque petit à petit, ça leur permet de se construire un fichier et de parler directement à leur public, en fait. Donc, si une compagnie fait en plus plusieurs spectacles, ça permet aussi d'utiliser ce fichier pour faire de la pub pour leurs autres spectacles, etc. Donc, c'est hyper important d'essayer pour moi de développer la réservation directement, soit à la production qui produit l'œuvre ou soit dans la salle où l'œuvre se joue. Est-ce qu'on peut faire juste une petite parenthèse pour parler de la RGPD si tu penses que c'est utile? Alors oui, après, si j'ai... RGPD, c'est-à-dire est-ce qu'on peut utiliser les données des spectateurs qui rentrent dans un théâtre pour leur vendre? Oui, parce que y a l'opt-in, ce qu'on appelle l'opt-in, donc la petite question qu'on pose à chaque fois, est-ce que vous acceptez que le théâtre un tel vous communique ses œuvres? Parfois, il y en a deux pour le théâtre et une autre pour le théâtre et les partenaires du théâtre. En général, les partenaires, ce sont les prods ou des gens comme ça. Donc, à partir du moment où les gens cochent ça, on peut utiliser leurs données. Si ce n'est pas coché, évidemment, on ne peut pas les utiliser. Voilà. Ok, fin de la parenthèse RGPD. Je sors peut-être à peu près du schéma. Qu'est-ce que tu dis à une troupe d'impro qui te dit oui, mais nous, on fait beaucoup de remplissage, on met beaucoup d'invites parce qu'on veut du monde dans la salle? Ben, je leur dis que, encore une fois, si je sors du spectacle et que je suis waouh, c'est génial, comment ça se fait que. Je leur dis que c'est très dommage et qu'il faudrait essayer de convaincre ces gens-là au moins de participer et de commencer à les habituer à payer pour venir les voir. Alors, quels sont tes critères dans lesquels tu acceptes du remplissage? En gratuit? Oui. Pour les œuvres, on travaille parfois avec des cellules caritatives ou qui font du social, par exemple. Ça, moi, j'aime bien proposer des places de théâtre effectivement à des gens qui n'ont pas les moyens de venir au théâtre. Je trouve que c'est hyper bien, ça leur ouvre des portes qui leur sont fermées la plupart du temps. Et donc, pardon, je te coupe, dans ce cas-là, en gros, c'est tu donnes 30 invites, j'en sais rien, à une association caritative, c'est ça? C'est ça. Et tu leur dis bonjour, c'est les restos, vous avez le droit à 30, tenez, voilà 30 invites. Voilà. Et c'est quoi? C'est pour une date ou c'est 30 invites, quelle que soit la date ou... Ça peut être sur plusieurs dates. Ils ont carrément en fait des programmes, comme ils appellent ça, où il y a des offres dessus. Ça peut être des invites, ça peut être des places à un tarif très préférentiel, ça dépend. Mais oui, ça marche comme une circulaire, comme une newsletter qu'on envoie. Moi, je fais ce travail une fois par mois, où j'envoie un programme sur tout le mois et où je vais dire telle date, telle date. Évidemment, quand le spectacle est complet et qu'il marche bien, on ne met pas d'invite. Enfin, il n'y a pas cette utilité, on va dire. Et ce genre de truc, c'est un partenariat que tu as toi-même créé avec ce type oui, partenariat, enfin de lien? Parce que ce que ouais, je veux dire, c'est que pour une compagnie, ce serait plus compliqué à faire. Ce serait plus simple qu'elle passe vers toi, par exemple, ou quelqu'un qui fasse le même métier que toi. C'est plus simple parce que on va dire que j'ai l'habitude et que ça fait des années, donc je sais la mécanique, on va dire. Mais je pense que si une compagnie a le contact et qui prend le temps d'appeler ça peut fonctionner aussi. Ouais. Je reviens juste sur la partie élasticité au prix. Est-ce que si j'offre des tarifs à 30% moins chers que le tarif plein, est-ce que j'ai 30% de gens en plus dans la salle? Pas forcément. C'est la question piège. Non, c'est toujours... Alors, je pense que je vais être assez vague là-dessus. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, malheureusement, mais... Déjà, il y a une part d'instinct beaucoup dans mon boulot. Parfois, j'ai l'impression un peu d'être à la bourse. C'est en fonction de ce rythme de réservation. On va sentir en fait si on peut passer au-dessus. On le sent si, par exemple, quand on coupe le tarif et que notre spectacle vend avec un réduit d'ouvert, une place toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes. Dès qu'on va couper ce tarif, ça va s'arrêter, on va prendre une place toutes les demi-heures ou enfin voilà, je sais pas des notions exactes. Donc là, on va sentir si c'est assez fort en gros pour que le passage tarifaire puisse se faire.
Après, la part de... Enfin, c'est pas parce que je vais réduire mon tarif de 50% que je vais avoir 50% de gens en plus dans ma salle. J'en suis pas forcément sûre. La baisse tarifaire va déjà servir malheureusement à essayer de négocier avec les revendeurs une mise en avant, puisqu'on réduit notre tarif, donc c'est un peu un échange en leur disant voilà, on a un peu du mal, j'ai mis des places à temps, est-ce que tu peux relayer ça pour promouvoir la réduction tarifaire? Et puis il y a un jeu aussi de... la réduction tarifaire sert aussi à être référencée autrement via les plateformes de billetterie, puisqu'ils ont des référencements sorties à moins 50, sorties moitié prix, sorties moins 30. Donc ça nous met dans des cases différentes, ça nous fait des relais en plus. Et puis la réduction tarifaire... peut être, c'est juste un moyen d'orienter aussi parfois la consommation des gens, c'est-à-dire qu'on a plus besoin parfois de personnes sur un jour de la semaine qui va être moins bon parce que c'est un début de semaine qu'un fin de semaine. De faire une différence tarifaire va permettre de se dire, bon bah, si les gens sont intéressés qu'au tarif, ils vont plus acheter sur notre début de semaine, là où on a besoin que sur notre week-end où on sait qu'on va fonctionner et qu'il n'y a pas lieu de faire une réduction tarifaire. Il y a des jours qui sont mieux que d'autres? Ouais, et ça a changé depuis le Covid, sans parler, mais on remarque là, alors je sais pas si c'est général surtout, moi je vous parle sur le catalogue que j'ai en ce moment, mais on remarque que les vendredis sont vachement moins forts qu'avant. Les mercredis aussi sont pas terribles. Alors quand on parle entre nous de gens qui font le même métier ou même avec des gens des sites, on se demande si c'est pas un peu le télétravail déjà qui a touché un peu tout ça. Plus de gens qui vont rester chez eux à bosser, qui vont choisir le mercredi parce qu'il y a les enfants, le vendredi parce que c'est le début du week-end. Est-ce que c'est un peu les départs aussi de beaucoup de gens qui sont allés s'installer en province, qui ont quitté Paris, qui font que du coup ils s'en vont peut-être en week-end le jeudi soir ou le vendredi, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ces 2 jours sont beaucoup moins bons qu'avant. Donc voilà, c'est ce qu'on remarque. Et avant, c'était jeudi, vendredi, samedi, c'était quand même le feu. Et les débuts de semaine, un petit peu plus durs. Si je suis une troupe d'impro, j'ai un super spectacle, disons que je joue une fois par semaine, Ouais. est-ce que ça vaut le coup de s'adjoindre tes services? Et d'ailleurs, tu coûterais combien? Ah là là, ça dépend. Alors là, du coup, est-ce que ça vaut le coup de s'adjoindre tes services ou non, c'est trop peu une fois par semaine? Est-ce que par exemple, il existe un rythme dans lequel ça ne vaut pas le coup? Alors moi, je pense que ça vaut le coup et la troupe d'impro pour laquelle je travaille, en fait, plus on va Oui, commencer... tu peux le dire, c'est qui? C'est bio. Ok. Avec les bios justement, plus on a commencé de bonne heure à bosser ensemble, donc le travail de les faire connaître entre guillemets sur les réseaux de billetterie a commencé de bonne heure. On les a fait venir, ils les ont vus au début, il y en a qui sont revenus quand ça a bougé de salle, etc. Donc ce qui leur a permis de voir aussi l'évolution des artistes et du spectacle. Pardon, je te coupe, ça veut dire qu'on peut faire venir aussi des gérants de billetterie, Ouais, tic et bien tac, sûr. etc. Ouais, il y a des ouais. personnes physiques et donc on Qui peut les viennent voir inviter le à venir spectacle. voir. Exactement. Et ça, c'est un vrai travail de motivation, hein, parce qu'avec l'emploi du temps, il y en a, c'est assez compliqué. Et ça, c'est vrai pour Paris et la province? Je sais pas, la province. C'est sûr que la province, ils ont leur siège sur Paris, ça doit être plus compliqué de les motiver, effectivement. Mais les artistes peuvent aussi venir à eux, et c'est un petit travail qu'on avait fait aussi avec les bios. Je leur avais demandé de faire un petit message personnel à chaque gérant, à chaque personne qui gère les sites de billetterie, un petit truc vocal. C'était hyper drôle, franchement, ils ont fait un truc super et je sais que ça a touché et ça a permis à des gros sites de s'intéresser à eux et de les apprécier, même de loin, en fait. Donc voilà, je pense que le fait que je les accompagne, je vous dis le plus tôt possible, permet ça, permet en fait aussi que ce soit pas
Enfin, il y a des artistes qui commencent et qui vont remplir, par exemple, leur premier mois et ils vont se dire j'ai besoin de personne. Parce qu'ils vont toucher leur réseau, ils jouent qu'une fois par semaine, c'est des petites jauges, ça va se remplir automatiquement, on va dire. Mais une fois que le cœur de tout ça est épuisé, ils se rendent compte que leurs chiffres chutent d'un coup et ils n'ont pas les tips. C'est un travail, hein, c'est un vrai boulot de se dire comment je vais remplir, j'ai pas de cellules, j'ai pas d'organisme, je connais pas les sites, je sais pas trop ce qu'il faut faire. S'ils sont pas bien accompagnés en plus par le staff billetterie dans les théâtres, je trouve que même une fois par semaine, ça peut être important d'avoir quelqu'un comme moi qui fasse attention au fait que la salle soit jamais vide pour le bien-être de l'artiste, puisqu'un artiste grandit, travaille son spectacle quand il a des gens devant lui pour réagir à son spectacle. Si à chaque fois ils sont 4, 6, 10, c'est quand même hyper compliqué. Donc ça, et puis pour habituer les sites, rien que de... moi j'adore dire à un site regarde, je suis assez franche parfois, je leur dis hier on a fait tant de payants, quand je les vois je discute, je dis tu te rappelles comme on galérait au début, il tournait à temps, regarde maintenant il fait cette salle, il cartonne. Il y a une histoire comme ça en fait, et le fait que voilà, qu'encore une fois il y ait quelqu'un qui les accompagne, ça leur rappelle cette histoire aussi. Et ils adorent aussi se sentir importants dans le développement d'un spectacle, d'un artiste et le succès, en fait. Ils adorent ça. Donc oui, je pense que ça peut être important. Après, le tarif... Tu veux être un peu comme un théâtre qui serait ravi de dire tel artiste est passé sur nos planches. Ouais, carrément. Carrément, il y a... voilà, ils travaillent aussi, hein, ils font tout un boulot éditorial de... mettre en avant tel ou tel spectacle, ils ont des comptes à rendre en chiffres. Si un mec fait tout un partenariat avec une visibilité de dingue sur un spectacle qui ne vend pas derrière, j'imagine qu'il se fait un peu taper sur les doigts parce qu'il n'a pas misé sur le bon cheval. Voilà, tout ça, ça reste... il faut qu'ils ramènent du chiffre, hein, les mecs. Donc, je pense que humainement, ça ne peut leur faire que plaisir quand il y a un artiste qui... prend la peine de s'adresser à eux ou une prod ou voilà, de ne pas les voir comme des voleurs de clients ou ce genre de choses. À quel moment tu fais appel à un petit signal d'alarme en disant j'ai besoin d'avoir davantage de communication ou de visibilité sur ce spectacle parce que je pense qu'il est bon mais il ne remplit pas suffisamment? Et parce que le levier de mettre tous les tarifs à moins 50%, ça ne fonctionne pas suffisamment pour remplir. Est-ce que de temps en temps, tu fais appel à des actions de marketing ou de com? Oui. Comme de ce que tu viens de dire, quand on va dire qu'il y a un tarif où il ne faut pas aller en dessous, quoi. À un moment donné, on ne va pas mettre des places à 5 € ou ce genre de choses. Moi, je suis contre ça. Donc, il y a ça. Il y a... quand je sais que de mon côté, j'ai ameuté un peu tout le monde, qu'il y a eu des mises en avant, que le spectacle a été soutenu, c'est là où je tire la sonnette d'alarme, en disant il faut prendre un petit peu de pub là, je pense. Même on fait régulièrement des points aussi pour savoir la presse, où ça en est, qu'est-ce qui va sortir. Et oui, c'est à ces moments-là où quand je vois que ça stagne, s'il n'y a pas d'affichage, s'il n'y a pas de pub, c'est là où je leur dis ce serait peut-être bien d'investir en fait, d'être un peu présent. Et l'investissement dans les moyens moteurs type publicité ou com, c'est quoi? Est-ce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, de dire c'est 5% de ce qu'on va faire? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est... Comment ça marche? Sur le prix de la pub? Oui, comment est-ce qu'on sait qu'on a besoin de faire une action de com ou de publicité pour que le spectacle déclenche et fonctionne durablement? Et la deuxième question, c'est comment on sait quel budget, quel montant on doit mettre? Alors moi, je fais plus ça, mais c'est peut-être pas bien, mais je fonctionne plus dans qu'est-ce que vous avez comme budget, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que vous avez comme budget sans que ce soit... Enfin, il faut pas non plus que la prod perd tout dans cette pub, en fait, quoi. Donc... ouais, je fais plus dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu peux me dégager comme budget? Et moi, en fonction de l'enveloppe que j'ai, j'essaye de construire
un plan de com avec les sites qui soit le plus logique possible en fait. S'il n'y a pas beaucoup, j'essaye de leur faire prendre de la pub à des moments où je sais que ça va vendre, où il y a du passage sur les sites ou des choses comme ça. Voilà, mais c'est vrai que je fonctionne moins parce qu'on ne sait jamais en fait ce qu'une pub peut ramener concrètement. Donc de dire si tu prends ça, on va gagner tant de pourcents en résa ou ce genre de choses, c'est vrai que je ne me risque pas à ça. Donc je suis toujours cette troupe d'impro que je vais appeler les schnouf schnouf qui joue une fois par semaine, pardon. Donc, du coup, alors comment ça coûte d'adjoindre par exemple ce type de service, si c'est quantifiable, et si je cherche, je vais taper, qu'est-ce que je cherche? C'est quoi comme intitulé? Le métier? Oui, parce que c'est pas attaché de presse, c'est pas chargé de diffusion, c'est pas on tourneuse. appelle non commercialisateur ou ouais, on est plus qualifié comme des optimisateurs aussi ou des commercialisateurs. Je tape ça sur Google et je tombe sur des gens comme vous? Non, je crois pas. Ça reste encore très ouais, ça reste encore très niche en fait. Enfin, donc vous êtes des gens compliqués à trouver? Oui, enfin ouais, je sais pas. Donc probablement cher. Non, c'est ça. Donc, non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, même moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment, pour le coup, on appelait ça des producteurs exécutifs, limite. Sauf que même moi, en grandissant là-dedans, j'ai compris plus que c'était vraiment un prod exé, plus que moi, ce que je faisais comme métier. Après, il y a eu ce mot vulgaire de remplisseur. Et maintenant, on se tourne vers un truc un peu plus quand même. Disons commercialisateur, on peut peut-être faire une différence. C'est par exemple ce que je fais avec les bios, ça se joue au Trévise. Il n'y a pas de caisse dans ce théâtre. J'amène tout, tout le matos pour faire la caisse, la distribution de billets. C'est ce qu'on appelle la commercialisation pour moi, de A à Z. Donc on va tout gérer, même jusqu'à la distribution du billet. Et il y a la case optimisation où c'est plus une prestat de conseil en fait, où ça va être de l'aspect marketing, remplissage et tout, mais par contre on ne gère pas la technicité de la billetterie, on va dire. Et alors il y a plein de gens comme ça dans les troupes, on pensait que le Graal c'était une chargée ou un chargé de diff. C'est différent, c'est quoi la différence? Alors ça, pour moi, c'est plus pour la tournée, ce serait plus pour trouver des dates, pour que son spectacle joue ailleurs. Enfin, pour moi, c'est plus ça, en tout cas, un diffuseur qui va diffuser au max le spectacle dans d'autres villes ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on en pense des comités d'entreprise? On n'en pense que du bien. Là, Qu'est-ce que je pense d'un théâtre qui me dit oui, mais c'est un peu cher, mais vous inquiétez pas, on a un grand réseau et on est en lien avec des comités d'entreprise? Ça peut être vrai. Donc ça peut être faux? Comme ça peut être faux. Mais oui, ça peut être... les comités d'entreprise, c'est une grosse manne c'est une possibilité de faire des fonds de salle et de pouvoir justement après avoir une pratique tarifaire, d'éviter de trop réduire les tarifs justement, puisqu'on a déjà un beau fonds de salle de fait par ces groupes-là. Après, il ne faut pas se leurrer, un comité d'entreprise, c'est comme la majorité du public, qui va forcément plus se diriger vers un spectacle avec des gens connus ou des choses comme ça, y en a qui sont... Il y a beaucoup d'organismes et de comités d'entreprise qui aiment bien défendre les découvertes, mais il faut leur faire une proposition tarifaire qui soit découverte aussi pour les intéresser au max. J'ouvre une nouvelle parenthèse, je suis cette troupe des schnouf-schnouf. Tu nous recommandes, nous on te dit qu'on aime bien créer, est-ce que tu nous recommandes de continuer et de maximiser ces créations ou est-ce que tu nous recommandes garder le même spectacle? Alors, garder le même spectacle et en même temps créer à côté et profiter d'avoir ce même spectacle qui fonctionne en place pour avoir des gens qui viennent et profiter de ça pour faire de la pub, de la com, pour donner envie aux gens de voir les autres créations. Mais de continuer à créer, bien sûr. Pourquoi c'est important aussi de garder le même spectacle alors? Parce que ça représente une valeur sûre. Pour moi, il y a toujours dans un artiste une œuvre qui se détache un petit peu par une œuvre par laquelle il va se faire connaître du grand public. Et les gens
il faut avoir un esprit pour, je pense, pour aller au théâtre, voir un comédien pas du tout connu. Il faut aimer ça quand même, se rendre dans une salle pour, on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas si on va rire, on ne sait pas si on va aimer. Faut être curieux, faut avoir une approche de ça. L'œuvre qui est un peu plus établie, avec beaucoup de critiques, beaucoup d'avis, comme quoi c'est bien et tout, il est quasi sûr de passer une bonne soirée. Si ça peut l'emmener à vous aimer et à lui donner envie d'aller voir plus de ce que vous faites, c'est pour ça que je trouve ça important de garder le même spectacle. Tu parlais de critiques, c'est important d'avoir des bonnes critiques sur les réseaux. C'est important d'avoir des bonnes critiques sur les réseaux, ouais, et de plus en plus. Les gens sont de plus en plus au taquet là-dessus, et surtout, je sais pas, même moi je le fais quand j'achète un truc, avant d'acheter sur un site ou quoi, je vais voir les avis du site sur internet par exemple. Savoir si je me fais pas avoir, savoir si mon produit va bien arriver. Donc je pense qu'une pièce c'est pareil, il y a tellement de choix que d'avoir des critiques c'est hyper important. Est-ce qu'on a l'impression que toutes les critiques sont bonnes à chaque fois que je vais voir une fiche spectacle? Je vois toujours des bonnes notes. Si tu sais bien chercher, tu peux voir les mauvaises notes, mais évidemment, il y a... les sites de billetterie, ils ne sont pas là pour enfoncer les spectacles quand même. Donc s'ils voient... par contre, ils ne les cachent pas... ils les suppriment seulement s'il y a des propos racistes ou ce genre de choses. Maintenant, si c'est un spectateur qui n'a pas aimé et qui écrit bien, où il n'y a pas de propos racistes, religieux, ce genre de choses, la critique va exister. Maintenant, elle va être rangée d'une façon où si on ne scrolle pas jusqu'au bout ou ce genre de choses, évidemment, le spectateur ne va pas tomber directement dessus. Sauf s'il n'y a que des critiques mauvaises, et ça existe aussi. J'aimerais entendre ton point de vue sur ces sites de e-commerce de distribution de billets où leur modèle économique n'est autre que prendre un pourcentage de l'argent qui transite sur leur site. A contrario de l'activité d'un théâtre qui va se battre pour vendre ses billets avec sa ligne de programmation. Là, on focalise pas mal sur ces sites de e-commerce. Alors, pour le coup, je trouve que... Alors, il faut que je fasse attention parce que... Non. Un site de e-commerce, c'est son ADN. Il existe pour ça. Un théâtre n'existe pas forcément que pour vendre des places de théâtre. Enfin, je ne sais pas si... je trouve ça bien que le théâtre se défende pour vendre ses places, puisqu'il y a cette création de fichiers, de data. Plus il va avoir des gens qui vont venir, qui vont être contents, qui ont consommé directement au théâtre, plus il va fidéliser son client. Mais ça veut dire qu'il a une ligne de programmation qui est logique, il a des bons spectacles, régulièrement, tout le temps même, et il y a un service au sein du théâtre où le client aime venir. Pour moi, c'est ça aussi le travail d'un théâtre. Je trouve ça dommage d'être contre les sites de billetterie, puisqu'encore une fois, c'est leur ADN et c'est leur boulot de base, qui savent le faire, qui savent toucher toute la France, on va dire, qui ont peut-être plus de pouvoir à ramener des gens qui n'iraient pas au théâtre ou qui n'iraient pas voir forcément ce spectacle-là, de par les goûts, de par la consommation, de par maintenant tout ce qui se fait pour connaître la personne qui achète derrière. Et je me dis parfois, quand je vois certains lieux qui se battent contre ces sites-là, qui ont l'impression que ces sites leur volent du public, je ne suis pas d'accord en fait. L'important, c'est que le client vienne dans leur lieu, et encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit, s'il est content de venir, s'il voit d'autres spectacles, si le théâtre sait faire, eh ben, il va venir consommer chez lui. Et puis l'important, c'est que le client vienne dans son lieu voir le spectacle régulièrement pour moi, qu'il aille acheter son billet sur un site ou au théâtre. Voilà. Par contre, je serais dans une salle, j'adorerais me battre pour faire en sorte d'avoir cette fidélisation de public. Je trouve ça génial. Voilà. Mais je continuerai, je pense, à défendre aussi mes spectacles sur les sites. Comme l'heure tourne,
puisqu'on est parti par le contenu dans la distribution. Le spectacle tourne, il a bénéficié d'une optimisation, etc. Et j'ai envie d'aborder le dernier point. Et après, quel est ton job une fois que le spectacle a eu lieu? Est-ce qu'il y a une espèce de service après-vente, un suivi? Et comment ça se passe? Il y a tout l'administratif après, la vérif des recettes, la facturation, faire en sorte que chaque revendeur nous paye bien, le reversement des recettes à la prod. Le point final, en fait, c'est quand on reverse en fait la recette à notre client, on va dire. Là, on peut dire que c'est fini. Enfin voilà, qu'on a fait notre travail et que c'est terminé. Est-ce qu'il y a des spécificités dans l'optimisation de billetterie, la gestion de billetterie pour un spectacle d'impro que tu prends en compte? Est-ce qu'il y a un élément marketing à prendre en compte dans un spectacle d'impro qui une force ou une faiblesse? Alors, la grosse force, c'est que le spectacle d'impro, le même client peut revenir tous les soirs. Et ça, c'est en termes de commercial, c'est énorme. Puisque c'est jamais la même chose. S'il passe un bon moment, il peut... si le spectacle joue le mardi, on peut trouver un truc de com assez marrant, réserve ton mardi, et tous les mardis, il sait qu'il va voir ce même spectacle. Le faire venir aussi, c'est le meilleur prescripteur qui va en parler et qui va venir en groupe, etc. Pour moi, ouais, ça, l'impro, c'est une vraie force là-dessus. L'autre côté négatif, c'est que c'est de l'impro et que parfois ça peut être moins bien. Et que parfois, voilà, on va faire venir des gens, ou un client va venir, et puis il va tomber sur un soir où c'est un peu en dessous, et puis il ne va pas adhérer. Et pour le faire revenir, à ce moment-là, c'est assez compliqué. Mais voilà, pour moi, c'est le point fort et le point faible. Émilie, on vient de signer un partenariat avec une très grosse boîte de prod qui vient d'entendre parler de toi. Et elle a envie de produire un nouveau spectacle avec uniquement des critères à éléments clés de succès. Quels sont les 5 critères que tu vas donner à la boîte de prod, qu'elle va transmettre aux artistes pour dire si vous créez un spectacle avec ça, 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 ça et ça, vous allez être complet, vous allez tourner pendant 10 ans. Oh là là, c'est hyper prétentieux de dire ça. Je sais pas, franchement, je sais pas. Si, faire un spectacle avec Orelsan, ou j'en sais rien, non mais un truc, voilà, des gens, soit des gens qu'on voit à la télé régulièrement, qui soient malheureusement parfois bons ou pas bons, ça attire les foules. 5 points, franchement, je pourrais pas te dire quoi. Et si tu devenais 2 conseils à une troupe d'impro? Pour vendre leur spectacle? Ouais. Être peut-être plus justement dans le côté un peu, pas marketing, mais être plus se structurer déjà. Ouais, c'est ça, être structuré, être un peu plus, peut-être moins dans leur côté artiste ou en fait, comment l'exprimer? Être conscient en fait du monde dans lequel on vit. Et que même si on n'est pas forcément d'accord avec toutes ces démarches de réseaux sociaux, de tout ça, savoir se vendre et l'accepter en fait, d'accepter de vendre son art en fait. Et en termes d'impro, d'essayer de créer des contenus qui soient... parce que l'impro, c'est compliqué pour faire, j'imagine, par exemple, des photos, ou ce qu'on demande toujours pour les fiches de spectacle, par exemple, c'est des photos ou un teaser. L'impro, on ne peut pas vraiment, puisque c'est jamais la même chose. Mais d'être capable de créer des vidéos ou du contenu qui rejoignent un peu, qui donnent envie d'aller les voir sur scène, mais qui ne soient pas ce qu'ils donnent sur scène. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est très clair. Voilà. Donc, il faut que les artistes prennent conscience qu'ils sont un produit et qu'ils se vendent à côté des machines à laver et des fers batteurs. Je plaisante. Non, mais oui, pour moi, oui,
Je trouve que oui, il faut jouer de ça. Même un Edouard Baird se vend, alors que je pense qu'il a une part d'artiste assez... mais voilà, ça peut être des textes, ça peut être plein de choses qui soient artistiques, mais il faut effectivement être capable que ça se vende. Dernière question. Avec tout ce qu'on vient de se dire, toi, Émilie, pourquoi tu fais ce job? Alors déjà, ça a commencé par hasard. Et puis, je fais ce job parce que ça rejoint finalement... j'ai fait des études d'économie. J'ai une grande part d'amour de l'artiste et une grande part en moi artistique. Enfin, j'adore ça. Je suis très émue, je vous dis, quand j'ai un spectacle dont je m'occupe, où il y a une énergie. Je suis très émue au salut en général. J'adore ça. J'adore ressentir l'énergie d'une salle. Mais j'ai jamais eu envie d'être sur scène ou d'être devant les caméras. Et je trouve que c'est le parfait compromis entre mon amour du marketing, parce que j'aime ça aussi, j'aime vendre, et j'aime voir un spectacle, j'aime les artistes. Donc voilà, ça se combine bien en fait. Émilie Blard, merci. Merci à vous.